bonjour. À ce stade, on a accepté notre mission, on a entamé sa planification ainsi que son évaluation des risques. Je dis entamé puisque ce sont deux étapes particulièrement importantes à considérer lorsqu'on parle du processus itératif d'une mission d'audit d'état financier. Mais bref, considérant qu'on a terminé les étapes de planification et d'évaluation des risques dans un contexte d'examen et on est rendu à devoir offrir des réponses aux risques que nous avons identifiés. Les réponses à nos risques vont nous permettre normalement d'obtenir les éléments probants qui vont nous faire aboutir à notre conclusion et qui vont nous permettre alors de formuler le rapport qui sera joint aux états financiers. Avant d'arriver à l'obtention de ces éléments probants-là, on a besoin d'adopter des réponses globales. C'est comme une manière de nous dire, venez réitérer notamment l'esprit critique des gens de votre équipe d'audit. Ça fait plusieurs semaines, voire des mois, qu'on est en train d'être en interaction avec le client suite à l'acceptation de la mission pour apprendre à connaître son fonctionnement, pour apprendre à documenter son contrôle interne dans nos dossiers, notre compréhension de son contrôle interne, peut-être pour entamer certains travaux en tant que tels au niveau du contrôle interne ou par ailleurs dans la prise de connaissance des activités du client. On revient alors à une étape où est-ce qu'on doit obtenir nos éléments probants pour achever et pour répondre aux risques qu'on a identifiés. On souhaite rappeler à notre équipe l'importance de conserver un esprit critique dans nos interactions avec le client. On souhaite aussi déterminer la stratégie qu'on va adopter. Est-ce qu'on va avoir une stratégie corroborative ou une stratégie mixte? Vous notez qu'on n'évoque pas la possibilité d'une stratégie basée uniquement sur les contrôles. Effectivement, la corroboration est obligatoire à l'égard de tout élément important qu'on aurait à considérer dans le jeu d'état financier qui nous est soumis pour un audit. Et donc, dès ce moment, on sait qu'à chaque mission, on va faire de la corroboration. Mais est-ce qu'il y a une manière de réduire les travaux de corroboration? Cela en procédant à des travaux sur les contrôles internes. Et alors, on pourrait envisager l'adoption d'une stratégie mixte. En adoptant une stratégie mixte, eh bien, vous pourrez lire les références qui sont fournies de la NCA 330, mais vous verrez que lorsqu'il n'y a pas de changement à noter dans le fonctionnement du contrôle interne chez le client audité, on va pouvoir se fier sur nos travaux faits à l'égard des contrôles pour une période de 3 ans. Et donc, on va aller sur une base rotative tester différents cycles d'affaires du client, en commençant par exemple par son cycle des ventes, l'année 1, l'année 2, on pourra se fier sur les tests qu'on a fait sur les ventes à l'année 1 et on viendra faire le cycle des achats. À l'année 3, on pourra se fier sur le cycle des ventes et le cycle des achats que nous avons testé à l'année 1 et à l'année 2 et on viendra tester le cycle de la paie, par exemple. Et ainsi de suite, sur une base rotative, on pourrait tester différents cycles d'affaires dans l'entité sur lesquels on pourra se fier pour réduire la quantité des travaux de corroboration qu'on aura à faire dans chacun de ces cycles. Maintenant, c'est certain que lorsqu'on vous propose des descriptions du fonctionnement du contrôle interne du client dans un énoncé d'un examen, si on évoque une situation complètement inadéquate, où est-ce que rien ne semble bien fonctionner au niveau du contrôle interne, où est-ce qu'ils outrepassent continuellement la direction, les contrôles internes mis en place, et ainsi de suite, eh bien probablement que si on vous demande de vous exprimer sur la stratégie à adopter, il serait davantage judicieux d'y aller avec parcimonie en ce qui concerne les tests sur le contrôle interne et de plutôt adopter une approche corroborative. Par ailleurs, dans un autre contexte, on pourrait vous décrire un mécanisme de contrôle interne relativement sophistiqué, bien qu'il puisse y avoir des failles tout le temps, avec un système hautement informatisé dans le fonctionnement des opérations de l'entité. Dans ces circonstances, il pourrait être difficile d'adopter une stratégie uniquement en corroboration et donc on pourrait s'attendre de vous à miser avec assurance sur une stratégie mixte. Ceci étant dit, quant à la stratégie à adopter dans le contexte de notre audit, les procédures d'audit complémentaires, comme je vous le mentionnais, servent à obtenir les éléments probants qui vont nous permettre d'aboutir à une conclusion. Il faudra évaluer le caractère suffisant et approprié après avoir mis en œuvre les procédures d'audit complémentaires. On les appelle des procédures d'audit complémentaires puisque lorsqu'on était à l'étape d'évaluation des risques, je vous ai parlé des procédures d'évaluation des risques. Ces procédures d'évaluation des risques dont il était question précédemment, il est important de noter elles permettent tout à fait d'obtenir des éléments probants. Mais à l'issue de notre évaluation des risques, on se doit de venir répondre aux risques précisément identifiés quant aux assertions concernées en mettant en œuvre les procédures d'audit complémentaires afin d'aboutir à une conclusion. Et donc, on comprend que les éléments probants ne commencent pas seulement à être accumulés à ce stade-ci, mais ici, on vient plutôt finaliser leur accumulation. On vient s'assurer de leur caractère approprié, de leur caractère suffisant, une fois qu'on a bien apprécié
tous les risques dont il est question dans le cadre de notre mission d'audit en cours. Nos éléments probants, comment est-ce qu'on les obtient et comment est-ce qu'on offre une réponse adéquate dans un contexte d'examen? Eh bien, là, je vais vous montrer des références à des normes où est-ce que des termes et des exemples de procédures vous sont textuellement offerts. Demande d'information, procédure analytique, inspection, confirmation externe, contrôle arithmétique, observation physique et réexécution. Allez prendre le temps de vous rappeler ou de vous baigner dans ces différentes procédures-là afin de déterminer lesquelles pourraient être applicables au contexte de l'entreprise qui est évoquée dans l'énoncé de votre examen. Et vous serez certainement dans une très bonne piste pour commencer à offrir des procédures d'audit complémentaires. Maintenant, je veux simplement vous évoquer l'importance d'être capable de faire le lien entre les procédures sélectionnées et les assertions précédemment identifiées comme étant à risque dans notre évaluation du risque d'anomalie significative. C'est important, lorsqu'on vous demande des procédures d'audit complémentaires, d'être cohérent avec l'évaluation des risques d'anomalie significative qu'on aurait précédemment abouti en conclusion. Cela signifie qu'il faut s'assurer d'une facilité à établir un lien entre les procédures mises de l'avant et les risques précédemment identifiés. Il y a plusieurs autres chemins dans les normes qui vous sont également proposés pour procéder à l'accumulation de vos éléments probants par le biais de procédures d'audit complémentaires. On parle de considérations particulières à la NCA 501 pour parler de la prise d'inventaire sur les stocks, pour parler des litiges et des confirmations qu'on veut obtenir auprès des avocats, ou pour parler des travaux qu'on ferait spécifiquement sur l'information sectorielle. On parle à la NCA 510 de la nature des éléments probants qu'on devra obtenir pour pouvoir s'exprimer dans notre opinion quant au solde d'ouverture, si on pense au solde d'ouverture des immobilisations ou au solde d'ouverture des comptes à recevoir. Par ailleurs, à la NCA 530, on parle des sondages en audit et donc de procéder à un échantillonnage dans la population des éléments ciblés par notre procédure d'audit complémentaire afin de répondre aux assertions qui sont identifiées dans notre évaluation des risques préalables. Ensuite, NCA 540, 550 et 570 sont des éléments particulièrement plus complexes. On parle d'audit d'estimation comptable, d'audit des parties liées et d'audit dans un contexte où la continuité de l'exploitation est remise en cause. Dans ces NCA, vous trouverez des procédures spécifiquement adaptées à ces contextes particuliers qui sont importants et à la fois complexes. Et donc, vous comprendrez l'importance d'être capable de naviguer dans ces NCA-là pour trouver des éléments de réponse précuits qu'il nous reste à bien adapter aux circonstances de notre cas en faisant un lien avec les assertions en cause pour pouvoir obtenir d'excellents résultats dans la description de nos procédures d'audit. Les événements postérieurs à la date de clôture, quel genre d'éléments probants est-ce qu'on se doit d'obtenir si jamais on note un événement postérieur à la date de clôture qui doit être considéré dans notre rapport? Et finalement, les déclarations écrites de la direction, qui sont certainement des éléments probants importants lorsqu'on arrive à la fin de notre mission, s'ils nous ont fourni certaines assertions, s'ils nous ont fourni certaines déclarations sur lesquelles on compte pour bâtir nos éléments probants, on va leur demander de signer en fin de mission pour nous les confirmer par écrit, ces différentes déclarations-là. Je tiens à ouvrir une petite parenthèse quant au sondage en audit. La transformation numérique et l'analyse de données fait en sorte de plus en plus que, selon certaines sources, on voit de moins en moins d'échantillonnage. Les firmes d'audit adoptent des approches sur les populations entières, tant pour ce qui est de l'analyse, l'évaluation et les tests de contrôle que pour les procédures d'audit complémentaires en corroboration. Ceci étant dit, je vous invite à rester à l'affût de ces développements et à voir comment est-ce que ça viendra possiblement transformer la manière d'obtenir certaines sortes d'éléments probants dans le cadre de nos audits d'état financier. On aura l'occasion de discuter davantage de ce thème. Finalement, il y a des NCA particulières sur lesquelles on reviendra qui prévoient des sortes d'éléments probants particuliers pour répondre à nos risques qu'on aurait identifiés dans les contextes de nos missions. Ça met fin à cette capsule sur la manière de répondre à nos risques identifiés dans le cadre d'un audit d'état financier.